Birmingham, au cœur de l'Angleterre. Comme chaque matin, un éboueur longe le canal pour y ramasser les déchets qui y traînent. Mais ce 12 mai 2014, il va faire une rencontre étrange. À quelques mètres devant lui, un objet flotte à la surface. Pensant d'abord à une valise de voyageurs tombée par accident, il décide de la repêcher. Mais lorsqu'il l'ouvre, l'horreur se réveille. Le travailleur matinal est vite pris d'une nausée. À l'intérieur de la mallette, un corps humain démembré. Il ne reste que le torse, une jambe et quelques ossements. On ne sait pas qui est la victime, encore moins qui a commis une telle horreur. Jusqu'au jour où un professeur d'une petite université publique va bousculer l'enquête et décider de résoudre ce crime, l'un des plus sordides que l'Angleterre ait connu. Plongeons-nous dans les profondeurs de Birmingham. Si cette vidéo te plaît, pense à liker et t'abonner. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin et recevoir tes propres modèles en maîtrisant l'impression 3D, eh bien on a développé une formation reconnue par l'État, certifiante et finançable jusqu'à 100%. Tu vas pouvoir la suivre en individuel ou en petit groupe et tu seras accompagné dans ton projet pas à pas par un expert. On a déjà plus de 450 avis positifs, donc si tout ça t'intéresse, je te mets un lien juste en dessous. Une douce matinée du printemps 2014. La police est appelée aux abords du canal. Une étrange valise a été retrouvée quelques heures auparavant par un travailleur. Ce dernier est totalement sous le choc. L'odeur est insoutenable et la moitié d'un corps décomposé est enfermé depuis plusieurs jours dans cette malle de l'enfer. C'est l'inspecteur détective Harry Harrison qui est chargé de cette enquête. Lui et son équipe commencent alors à flairer les pistes pour tenter de remonter jusqu'à la victime, puis jusqu'au coupable. Ce qui est sûr, c'est que le propriétaire du bagage n'avait pas prévu que ce dernier soit découvert. En effet, la valise, elle contient d'énormes blocs de pierre, des pavés visant à faire couler plus facilement au fond de l'eau cette valise. Ce qui ne fait pas de doute désormais, c'est qu'il s'agit d'un meurtre, et que le coupable a voulu évidemment faire disparaître toutes les preuves. Pourtant, malgré cette découverte, des pièces du puzzle sont manquantes. Le corps est incomplet et la victime ne peut pas actuellement être identifiée. Les autorités doivent impérativement trouver l'endroit d'où le corps a été jeté. Mais problème, la valise pouvait venir de n'importe où. Elle a sûrement parcouru des kilomètres avant d'être aperçue un matin de mai par un éboueur. Harry Harrison et ses collègues remontent alors tout le canal, sans succès. Les fouilles sont trop complexes. Mais 3 jours plus tard, leurs efforts finissent par payer. Des traînées de sang sont retrouvées le long du Pop Bridge, environ 2 km plus à l'est du lieu où la valise noire a été repêchée. Ce sang, le long de la berge du Pop Bridge, est un indice crucial. Harry Harrison le sait, les restes du corps de la victime ne doivent pas se trouver bien loin. Il mobilise alors les plongeurs de la police. Et après des heures de fouilles dans le canal, une seconde valise est tirée des profondeurs. Son contenu est tout aussi glaçant que celui de la première. Dedans, la tête de la victime, ses 2 bras et une jambe. Tous les membres manquants sont là. Ce canal cachait finalement bien des mystères. Les pièces du puzzle commencent donc à se recoller. Et une autre découverte précieuse est alors faite. Un peu plus bas dans le cours d'eau, une scie à métaux, sans doute l'arme qui aurait servi à démembrer le corps, est retrouvée par les plongeurs de la police. Petit à petit, tout semble s'assembler. Mais les autorités à ce stade n'ont toujours aucune preuve. Pas la moindre piste qui pourrait mener jusqu'au coupable. Puis pour trouver le criminel, il faut déjà connaître la victime. Et l'identité du corps, on ne la connaît toujours pas. Mais heureusement, suite à la découverte de la première valise, le détective Harrison s'était empressé d'envoyer l'ADN du torse et des tissus osseux au labo pour analyse poussée. Après plusieurs jours d'attente, les résultats tombent. Le corps est identifié. C'est celui d'un Britannique de 39 ans. Harry Harrison entre sans tarder le profil de la victime dans la base de données des personnes portées disparues dans la région et un lien est très rapidement établi. Le détective Harrison met enfin un nom sur ce corps. Ce Britannique, mort dans le canal, c'est Michael Spadling, dit Spud, un peintre décorateur, père de 3 enfants. Most shocking for me was the brutality endured in his body being dismembered and just thrown into a canal. Au moment où le contenu des 2 valises est dévoilé, les preuves de la police sont plutôt minces et rien ne permet aux autorités de remonter jusqu'au coupable. De plus, les seules traces du crime que le détective Harrison détient sont fragiles et vouées à disparaître, étant donné que le corps est clairement en train de pourrir à cause de l'humidité. Pire encore, l'analyse post-mortem
révèle que l'humérus, l'os de l'épaule de la victime, est introuvable. Et ça malgré la découverte des 2 valises dans le canal. Les enquêteurs pataugent. Heureusement, après avoir identifié le corps, les autorités réussissent à remonter rapidement jusqu'à la petite amie de Michael. La jeune femme qui cherchait son copain depuis plusieurs jours va grandement aider les enquêteurs à retracer les derniers jours de la vie de Michael. Elle va leur raconter tout ce qu'elle sait. Harry Harrison va alors se plonger dans le passé de la victime. Au tout début de notre histoire, la petite amie de Michael loge depuis près d'1 mois avec lui chez des amis, Lorenzo Simon et sa compagne Mitchell Bird, dans une maison à Oxford Road. Potes de longue date, les 2 hommes de 39 et 34 ans et leur copine ont à première vue l'air de vivre la vie rêvée. La coloc à 4 parfaite. Mais en réalité, Michael, la victime, vit un enfer. Depuis 1 mois, il n'est rien d'autre qu'une sorte d'esclave maltraité, dont Lorenzo se sert pour retaper sa maison. Le pauvre Michael est forcé, depuis qu'il est emménagé chez son pote, à travailler jour et nuit. Lorenzo lui fait du chantage. En échange de lui donner un toit sous lequel vivre, il réduit Michael en quasi-esclave et l'oblige à faire des travaux dans toute la maison. Il menace de l'expulser si jamais il n'obéit pas. Lorenzo se sert des talents de peintre décorateur dont son vieil ami pour remettre à neuf son logement. C'est un véritable cauchemar. Une cohabitation insupportable à tel point que la petite amie de Michael décide de quitter la maison d'Oxford Road et de se réfugier chez sa grand-mère. Mais Michael, lui, il est resté. Et l'enfer continue. Lorenzo ne l'autorise même pas à sortir sans son accord. Il n'a le droit qu'à 1 repas par jour. Et se fait réveiller de force aux aurores, avant d'exécuter toutes sortes de tâches jusqu'à très tard le soir. Un quotidien qui se rapproche plus de celui d'un prisonnier que d'un citoyen libre. Après avoir écouté ce récit, Harry Harrison se dirige donc naturellement vers la dernière adresse du défunt. Cette fameuse maison où il aurait potentiellement vécu ses dernières heures, à Oxford Road. Une fois sur place, le détective et les équipes interrogent évidemment le voisinage. Et leurs témoignages sont tout aussi frappants. Michael logeait bien chez Lorenzo et semblait effectivement se faire maltraiter. Certains voisins auraient même entendu de temps en temps la voix d'un homme meurtri à bout de souffle répétant « Je suis fatigué, j'ai faim, je veux rentrer ». Après leur petit tour de voisinage, tout semble donc diriger Harry Harrison et ses hommes vers le seul suspect actuel du crime. Lorenzo Simon, le fameux colocataire tortionnaire. Mais les forces de l'ordre ont évidemment besoin de plus que de simples témoignages. Il leur faut des preuves irréfutables pour accuser et prouver la culpabilité de quelqu'un. Pour commencer, ils doivent donc logiquement mettre la main sur ce fameux Lorenzo et sa compagne Mitchell. Mais bizarrement, le couple semble avoir disparu précipitamment le 12 mai, soit quelques jours après la découverte du corps dans le canal, et que ce dernier ait fait la une des médias locaux. Heureusement pour la police, cette petite cavale ne durera pas longtemps. 1 semaine exactement. Le temps pour les enquêteurs de localiser le nouveau domicile du couple et d'arrêter immédiatement Lorenzo et Mitchell, le 19 mai dans l'après-midi. Ils sont interpellés au beau milieu de la ville de Derby, à environ 1 heure en voiture du nord-est de Birmingham. Une fois Lorenzo et Mitchell dans les mains de la justice, leur maison d'Oxford Road est fouillée de fond en comble. Harry Harrison, aux côtés de la police locale, découvre quelques gouttes de sang appartenant effectivement à Michael. Ces dernières sont retrouvées sur le mur d'entrée, mais on ne retrouve aucun vêtement maculé de sang ou encore de flaques de sang. La quantité est bien trop limitée, et ça ne peut pas indiquer que Michael a été tué ici. Au mieux, Michael et Lorenzo se seraient battus violemment ici. Mais Harry Harrison le sent, Lorenzo semble mouillé jusqu'au cou, et il veut à tout prix prouver sa culpabilité. Mais une énième conversation avec un voisin va alors tout changer. Ce dernier explique à notre détective qu'il a été témoin d'un feu de joie quelques heures après le drame supposé. Un feu qui a eu lieu dans le jardin de Lorenzo. Des paroles qui mettent vite la puce à l'oreille du détective. Et ce dernier se précipite alors à l'arrière de la maison de Lorenzo. Après une fouille rapide du terrain, l'officier de Birmingham tombe sur un étrange baril de pétrole. Comme il l'avait malheureusement présagé, le baril contient des os carbonisé. Est-ce que c'est un vulgaire reste d'un animal comestible, comme le prétend Lorenzo, adepte des barbecues, ou bien est-ce que cet os appartiendrait à Michael ? Malheureusement, la police ne peut
pas l'affirmer. L'ADN ne peut pas être exploité. L'os est malheureusement impossible à identifier étant donné que ce dernier est carbonisé. Pourtant, pour l'enquêteur, cet os est potentiellement la dernière pièce du puzzle. Malgré toutes les certitudes d'Harry Harrison concernant cette histoire, le détective ne peut pas inculper Lorenzo et Mitchell. La chronologie des événements n'est pas encore claire pour la police. Et rien ne prouve formellement que l'ancien ami de Michael est bel et bien le meurtrier. Et oui, l'Angleterre comme la France est un état de droit. Malgré les nombreux éléments du dossier qui semblent accabler le couple, la justice a besoin de preuves formelles, irréfutables. Les autorités doivent démontrer, sans le moindre doute possible, que l'os retrouvé dans le baril de pétrole appartient bien à la victime. Et c'est là qu'un homme va faire son entrée en scène et va tenter de résoudre ce crime d'une complexité rare. Lui, c'est le professeur Mark William, de l'université publique de Warwick, près de Birmingham. Et il va grandement contribuer à la résolution de l'enquête. Comment ? Car il va percer les secrets de cet os à moitié parti en poussière, dont l'ADN, je le rappelle, est impossible à exploiter. Au cours des mois qui suivent le drame, Mark, qui travaille main dans la main avec les inspecteurs, va commencer par modéliser l'ensemble du corps de la victime. Et ça à l'aide d'un scanner 3D de haute précision. Un micro-CT scanner révolutionnaire, fourni par l'université de Warwick. Une fois la modélisation terminée, la mission de Mark est de reconstituer l'os carbonisé retrouvé dans le jardin de Lorenzo Simon. Il va leur imprimer en 3D les parties brûlées de l'os que l'on pensait perdues à jamais. Et oui, contre toute attente, Mark William et son équipe réussissent l'exploit. Ils arrivent à reconstituer les fragments totalement calcinés du baril à l'identique, à partir du petit bout d'os qui a survécu au feu de joie. Mark modélise et imprime le reste de l'os carbonisé. Et ainsi, grâce à l'impression 3D, ils arrivent à fabriquer une réplique parfaite de l'ossement d'origine. Et suite à cette reconstitution, les policiers et les légistes peuvent enfin manipuler l'os sans l'endommager, et surtout le comparer au reste des ossements retrouvés dans les valises. Ainsi, le verdict de Mark est sans appel. C'est bien un bout d'homérus qui se trouvait dans le baril de pétrole. La seule partie manquante sur le corps démembré de Michael. Comme par hasard. A specimen of bone from the victim's shoulder has been carefully transported to Warwick University. Après des recherches plus approfondies, Mark William démontre finalement que l'os dans le baril correspond parfaitement aux autres ossements retrouvés dans les deux valises du canal. Grâce à ça, il prouve alors l'implication de Lorenzo et de Michael dans toute cette affaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malgré toutes les preuves qu'avait Harry Harrison en sa possession jusqu'ici, aucune d'entre elles ne permettait d'incriminer formellement Lorenzo et sa compagne. Ce sont les prouesses de la 3D qui arrivent à établir une démonstration indiscutable dans la condamnation du couple. Mais à ce moment-là, une question reste en suspens. Comment Michael a-t-il été démembré? Comment le couple s'y est-il pris? Mark William, pendant ses recherches, a aussi créé des répliques des autres ossements du corps. Et grâce au travail du professeur d'université, les jurés, lors du procès, ont dans leurs mains les doubles de certains os imprimés en 3D. Ils ont donc pu comprendre concrètement les fractures et comment le corps avait été démembré. Il s'avère que les ossements portent les traces d'un découpage fait à l'aide d'une scie, d'un marteau et d'une sorte de hache. Les mêmes outils que Michael utilisait dans les travaux de rénovation de la maison d'Oxford Road. C'est la première fois que l'impression 3D a permis de résoudre un crime au Royaume-Uni. Cette technologie a fait éclater en plein jour la vérité de cette affaire lugubre et mystérieuse. Le travail scientifique de Mark William a lourdement pesé dans la condamnation de Lorenzo Simon, 34 ans. Malgré tous ses efforts pour dissimuler le corps, la 3D a finalement redonné une seconde vie aux ossements de Michael. Face à ces preuves accablantes, Lorenzo n'a d'autre choix que de passer aux aveux. Le 25 avril de l'année 2014, Michael, qui vit un enfer depuis près d'un mois, prend son courage à deux mains. Exténué par le traitement qu'il subit, il veut partir de la coloc et le fait savoir à Lorenzo. Une dispute éclate alors entre les deux hommes, mais Lorenzo n'a pas du tout l'intention de laisser partir Michael. Il veut que ce dernier finisse les travaux de la maison, et au plus vite.
Mais le peintre décorateur de 39 ans est bien décidé à partir. Le lendemain, en pleine nuit, alors que Michael s'apprêtait à rejoindre sa copine chez sa grand-mère, Lorenzo le surprend et se met dans une rage folle. Il sort un couteau de sa poche pour tenter de mettre fin à la fuite de son ami. On est le 26 avril au soir et Michael est alors poignardé à la nuque. De dos au moment de l'attaque, il n'a pas eu le temps de réagir. Grièvement blessé, il s'écroule sur le sol inerte et meurt quelques secondes plus tard après une rapide agonie. Dans la panique, Lorenzo ne sait pas quoi faire. Il demande à sa copine de l'époque, Mitchell Bird, de l'aider. Les deux tourtereaux font alors tout pour faire disparaître le corps de la surface de la Terre. Ils le démembrent et dispersent les parties du corps dans 2 valises qui jettent ensuite en haut du pub bridge. C'est avec cette révélation que le rideau se ferme sur toute cette histoire. Le 16 avril 2015, la justice britannique condamne Lorenzo à une réclusion à perpétuité avec un minimum de 19 ans de prison à purger. Sa compagne, elle, se voit infliger d'une peine de 2 ans et demi. Si cette vidéo t'a donné envie de te lancer ou bien de te perfectionner dans l'impression 3D, eh bien je te rappelle qu'on propose une formation certifiante, reconnue par l'État et finançable jusqu'à 100%. L'objectif, il est clair, te rendre autonome dans tes projets. Donc si ça t'intéresse, encore une fois, le lien est dans la description. Et moi je te dis à